Voilà, nous y sommes dans Art et âme avec nos invités. Des rythmes aqua ou du muntuta au coupé décalé en passant par l'afrobeat de Fela Kuti, au makossa, au zouglou, à la rumba congolaise, à la semba, à l'afropop. Des questions peuvent encore et toujours se poser, tant sur l'identité en ce qui concerne la musique africaine que sur son métissage au fil du temps avec les musiques d'ailleurs. Cela va sans dire, entre évolution et révolution, la musique africaine aujourd'hui a l'ère de la génération Fior de Bior, Inosbi, Dadju, Burna Boy, Ténor, Tidjane Mario, Sam Samurai est bien différente de celles des années Polo Kamba, Maribella, Kabasele, Antoine Mundanda, Luambo Makiadi, Ernesto Djedje, Eboa Lotin, Tabouley, Franklin Boukaka, Pierre Ake Nengue, Bella Bello, Amadou Balaké. Obambe Ngakoso, écrivain, panafricaniste et véritable leader d'opinion, et Elvis Natou, un des rares spécialistes et chercheurs dans le domaine de la musique africaine ou des musiques africaines sur la place de Brazzaville, sont nos invités autour du thème musique africaine, identité et diversité. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. La fête de la musique, c'est dans 3 jours. Exact. Le 21 juin. Je crois que c'est 3 jours. Ouais. Deux. Okay. Nous Nous sommes le 19, Ouais. le 20, le 21, le 20, le Non, c'est 21. le Voilà. 21 dans 2 jours. Dans 2 jours. Ok. D'accord. Et de la SAP, hein, moi j'ai vu une banderole. Oui. Musique et SAP. Mais après, musique et ça se lit surtout quand on parle de la rumba. Exact. Alors, est-ce qu'on devait parler aujourd'hui, la question, réponse à qui peut la donner, est-ce qu'aujourd'hui on devrait parler d'une identité en ce qui concerne la musique africaine ou bien des identités? Ben, on doit parler de l'identité et des identités. Comment ça? Alors, l'africanité musicale se reconnaît par une base qui est bien déterminée, c'est-à-dire que toute musique se définit sur une base d'une gamme. Ça veut dire quoi? La première identité d'une musique est tonale. Ce qui fait que un musicien qui chante depuis le Mali, on n'a pas besoin de lui demander s'il est malien. Il suffit d'écouter sa façon de chanter, la qualité de la mélodie qu'il va faire retentir, mais vous saurez que lui, il est malien. Quand il est sénégalais, quand il va chanter, vous saurez qu'il est sénégalais. Pour revenir dans le pays, quand un Téké chante et quand un Bembe chante, vous n'avez pas à demander si celui-ci est Bembe, celui-ci est Téké. De la même manière que quand le Mbossi chante et quand vous venez de l'autre côté, le Téké, le Yaka, le Pouno, ainsi de suite, et j'en passe. Donc la première identité de la musique, elle est tonale. Maintenant, sur la base de la tonalité, l'Afrique a une gamme, mais longtemps restée inconnue parce que les grandes nations, et au niveau de l'Europe, quand je parle des grandes nations, donc les puissances, avaient déjà mis beaucoup de moyens pour la recherche. Toutes les recherches s'étaient avérées presque négatives, pas presque, mais négatives. Et c'est donc ici, dans la place de Brazzaville, peut-être par ma personne, qu'on a réussi à découvrir cette gamme et qu'on l'a démontré scientifiquement. Et aujourd'hui, qui se retrouve dans les documents déjà publiés. Et donc, de par cette gamme, n'importe quel Africain, lorsqu'il chante, il y a une caractéristique tonale que les Occidentaux ont appelée dans le passé la pentaphonie ou le pentatonisme. Donc, penta qui veut dire 5, tonis, donc temps. Donc, eux, ils se disaient que l'Africain ne chante que sur 5 notes. Donc, cette théorie, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les conservatoires, qui sont dans les grandes universités d'Europe, c'est ce qu'ils savent de la musique africaine, que c'est une musique pentatonique. Mais alors que c'est faux. C'est pas correct, c'est pas correct. L'Afrique a une gamme qui compte bien 7 notes. Maintenant,
pour lier à la question des identités, parce que je suis parti de l'identité, et là, je vais maintenant dans les identités. L'Afrique, dans sa musique, a une particularité. Cette particularité, c'est quoi? C'est que chaque peuple, parmi les 7 notes qui font la gamme, chaque peuple a une note qu'il considère comme la note tonique. Alors, la note tonique, c'est la note qui donne, en matière d'harmonie, l'accord tonique. C'est-à-dire que partout où vous allez, vous devez revenir sur cette note pour dire que nous avons commencé ou nous avons terminé. Je prends le cas, par exemple, dans la musique occidentale, si vous êtes dans la tonalité de Do, donc tous les accords que vous allez jouer vont concerner la tonalité de Do. Donc, peu importe de là où vous allez partir, vous allez toujours revenir là. Mais dans la musique africaine, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'à côté de la tonalité principale, il y a des sous-tonalités. Et ces sous-tonalités-là, c'est en fait des fonctionnalités tonales. C'est ce qui fait, finalement, qui crée plusieurs identités. Donc, à chaque peuple, il y a une identité tonale qui est, sur le plan scientifique, une fonctionnalité tonale. Donc, tel que nous sommes au Congo, un Bembe chante. Vous avez comme impression qu'il était dans une tonalité autre que lorsqu'un Teke chante, que lorsqu'un Congo chante, lorsqu'un Mbossi chante, au fond, c'est la même gamme. C'est la même gamme. Si c'est la tonalité de Do, Do est considéré comme tonalité principale. Par contre, cette variation qui crée une sorte de spécificité est dans la sous-tonalité. Donc, il y a des ceux, par exemple, pour tous les Africains, il y a la fonctionnalité tonale majeure, la fonctionnalité tonale mineure, qui est comme une sorte de similitude pour tout le monde, c'est-à-dire que tous nous utilisons ça. Voilà, tous nous utilisons. Et c'est pourquoi tous les Africains, lorsqu'ils font la musique, ils ont tendance à toujours donner des sonorités mineures. D'accord. À cette même question, Obama Gakoso, vous ajoutez, comme on dit, de l'eau à son moulin, ou vous apportez un autre regard? Alors, je tiens d'abord à dire que lorsque j'ai été invité à participer à cette émission, j'étais très content. Et lorsque j'ai appris que c'est mon jeune frère qui serait à mes côtés, j'étais beaucoup plus heureux encore. Pourquoi? Je le connais depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de nous retrouver. Je l'ai lu. Et sauf erreur ou omission de ma part, au Congo, il est le seul à faire de la recherche dans ce domaine. Et pour moi, dans l'idéal, ce plateau aurait dû être composé de quelqu'un comme lui, du regretté Mfumu Fila, qui s'y connaissait en musique, du doyen Clément Ossinondé, qui vit en Europe, je crois qu'il doit avoir déjà 80 ans passés, et qui est le plus grand connaisseur de la musique des deux rives. Mais ce qui fait sa particularité, c'est que, un, il a l'oreille musicale, et il fait de la recherche. Et quand je suis avec lui, généralement, je préfère écouter que parler parce que, vous voyez ce qu'il vient de dire. Moi, je n'ai pas l'oreille musicale. J'apprécie la musique comme tout le monde. Je peux discourir sur la musique pendant des heures et des heures, être d'accord avec ceci ou cela, mais les histoires de Do, de Fa, de Ré, Mi, Sol, Fa, on a appris ça à l'école, effectivement. En classe de 4e, ça s'est arrêté là. Lapidaire de manière... Voilà, de façon lapidaire. Donc, moi, je ne vais pas lui porter la contradiction, mais je vais essayer de me démarquer un tout petit peu, mais peut-être que ça ira dans le même sens que lui. Oui. Alors, pour nous les profanes, nous qui ne sommes pas des chercheurs, moi j'ai plutôt tendance à parler des deux, de l'identité et des identités. Pourquoi de l'identité? L'identité, quand on n'est pas africain, quand on entend un Africain chanter, on se dit que c'est un Africain. Qu'on connaisse la langue ou pas, que ce soit un Malien, un Congolais, quelque chose fait que, voilà, il y a cette spécificité-là. Certains pourront dire c'est la voix, mais lui, le chercheur, il vient de développer en disant Bembe, Yaka, Teke, Sundi, tout ça. Il ça parle se de la rejoint. tonalité des gammes et tout Voilà, ça se rejoint. Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi les identités également? Pour une raison évidente. Lorsque vous allez écouter aujourd'hui un chanteur ivoirien, la plupart du temps, il y a beaucoup de revendications là-dedans. Oui, on chante l'amour. Là, je parle maintenant du côté pratique, le côté factuel des choses, je sors du côté technique. Il y a beaucoup de revendications. Depuis les années 90, les années de braise, quand l'Afrique s'est mise à bouger, où on a contesté les chefs de l'État,
beaucoup plus que dans les années 70-80. Parce que les années 70-80, c'est vrai que c'était les années des coups d'État, mais les chefs d'État ont eu comme des vacances. Alors qu'au début des années 60, c'était chaud. Au début des années 90, ça a commencé à chauffer et a recommencé à chauffer. Et les musiciens, les chanteurs, les artistes se sont également donné la voix pour dire, nous aussi, on a notre part. Et lorsque vous avez le coupé-décalé aujourd'hui, le coupé-décalé, c'est l'héritier du zouglou. Ça fait l'identité ivoirienne. C'est quelque chose de très spécifique à la Côte d'Ivoire. Et le zouglou est héritier de qui? Je suis très content, vous venez de citer quelqu'un, dans la litanie des noms que vous avez cités, c'est Ernesto Djedje, de son nom complet, Blé Oulé. Les spécialistes de la musique ivoirienne, de la musique ouest-africaine, disent que c'est lui qui est le véritable père du zouglou et du coupé-décalé. Et lorsque vous voyez Ernesto Djedje sur scène, obligatoirement vous pensez à Taboulé. Ils sont à peu près de la même époque. Djedje, c'est 1947, son année de naissance. Taboulé, bon, ça dépend, il y en a qui disent 37, 40, bon, peu importe. C'est la même façon de se comporter sur scène, ce sont les mêmes tenues, ainsi de suite. Donc, pour ne pas être lent, il y a des identités, mais il y a des choses qui nous rassemblent, qui font que sur 1000 km, sur 5000 km, on se retrouve facilement et on n'a pas forcément besoin de comprendre la langue. D'accord. On est emporté par le rythme, on danse, on bouge la tête. Alors, c'est comme on dit que la musique est un langage universel, mais à la fois on dit aussi que le premier langage de l'Afrique, c'est la musique. Et nous avons ici Ridel Mboussi, il nous écrit de Diata. Il dit « Je souhaiterais intervenir sur l'émission. Je corrige le musicologue, car il a dit, je le cite, hein, l'Afrique possède une musique, mais qui n'était pas connue. Il fallait dire l'Afrique a une musique inconnue des Européens. » Mais c'est la même chose en réalité. Alors, venant de lui, je ne suis pas surpris. Il est très pointilleux, Ridel. Je le salue au passage. Voilà. Alors, est-ce qu'on devait parler, on a parlé d'identité et identité avec S, est-ce qu'on devait parler vous avez parlé de musique africaine tout à l'heure, oui. Mais c'est la musique africaine ou bien les musiques africaines? Parce que quand on aille en Afrique du Sud, on va au Maroc, quand on revient au Congo, est-ce que c'est la musique africaine ou ce sont les musiques africaines? Non, mais il faut partir de la musique africaine comme identité continentale. C'est-à-dire que quand j'ai posé la gamme, c'est l'identité continentale. Et lorsque nous allons dans les identités, là, nous sommes sur les échelles, c'est-à-dire que les sous-tonalités. Là, on est dans la phase tonale. Mais l'identité n'est pas seulement tonale. L'identité musicale est aussi rythmique, elle est aussi organologique. L'organologie, c'est la science qui étudie les instruments, en effet. Donc, chaque peuple, vous allez constater qu'ils ont leurs instruments, qu'ils les utilisent et leur façon de les utiliser. Et c'est ce qui crée l'orchestration africaine aujourd'hui. Les orchestres africains, ils ont leur façon de faire. Vous allez voir que nous aimons les instruments à cordes, qui sont les guitares aujourd'hui, qu'on associe avec le clavier et un instrument à percussion. Et ça, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui, ça date depuis l'Égypte antique. Vous allez voir que ce qu'on appelle le balafon aujourd'hui, le xylophone, s'accompagnait avec les instruments à cordes bien traditionnels. Et à côté, mais après, ce sont les mêmes instruments un peu partout sur la planète. Tout à l'heure, on disait, vous êtes convenu avec moi que la musique est un langage universel. Alors, moi, je m'étonne un peu qu'on parle de musique africaine, qu'on parle de musique occidentale, alors que ce sont les mêmes notes en réalité. Ce sont les mêmes notes, mais ce ne sont pas les mêmes gammes. Donc, ce ne sera jamais les mêmes tonalités. Donc, l'universalité de la musique, elle est universelle par activité, par habileté. Le fait que tous les peuples pratiquent cette activité, c'est en ce moment-là qu'elle est universelle. Mais la manière de pratiquer ne peut jamais être universelle. En fait, il suffit d'être même en sociologie pour comprendre que chaque peuple a sa façon de faire, ce qui caractérise sa société. Donc la musique, elle est pareille. Et lorsque vous allez venir, par exemple, tout à l'heure, quand vous avez parlé des musiques comme coupé-décalé, les musiques comme la rumba, les musiques, c'est l'ensemble des musiques, en réalité, qui sont des musiques métisses. Pourquoi métisses? Il y a eu fusion. On a pris la tonalité occidentale, mais on vient associer à nos rythmes. Et ça crée une autre forme musicale, mais on ne va pas dire que ce n'est pas notre musique, puisque la musique africaine, par définition, c'est la musique qui est pratiquée par
les peuples qui constituent la société africaine. D'accord. Et aussi les musiques qui se créent par contact, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler en musique et sociologie, donc la sociologie musicale, ce qu'on peut appeler par une acculturation musicale. Donc l'effet de contact des peuples, donc les peuples occidentaux ou la tradition occidentale, en contact avec la tradition africaine, ben, ça peut que créer quelque chose de nouveau. Donc cette nouveauté, c'est ça ce que nous avons aujourd'hui. La musique métissée. La musique métisse. Donc, le contact, la fusion, le métissage. Voilà. On est là dans la diversité, justement. Exact. Est-ce que cette diversité dans ce désormais village planétaire, est-ce qu'elle n'est pas un danger pour la musique africaine? Parce que c'est aussi un rapport de force. Est-ce que en se métissant comme ça, l'Afrique ne perd pas ses racines en termes d'identité musicale? Bon, moi je dirais l'Afrique ne perd pas. C'est quelque chose que nous avons quand même hérité de la colonisation. Quoi c'est? Le métissage que nous connaissons aujourd'hui là est fruit de la colonisation. Quand ils arrivent, quand les Occidentaux arrivent, ils nous disent que notre façon de chanter hier était diabolisée. C'est-à-dire que ce n'était pas celle-là. Et il fallait qu'on chante « Oh ma joie, quand je suis parti ». Alors que chez nous, ce n'est pas ça. Et du coup, il fallait le faire parce qu'il y avait une pression, il y avait... des contraintes. Voilà, contraintes. Donc, on est parti comme ça. Mais dans ce qu'ils nous ont imposé, finalement, l'Africain est arrivé à un niveau de comprendre que faire comme eux signifie dénaturer ce que moi je fais. C'est-à-dire que je dois laisser ce que je suis pour faire ce qu'on me demande de faire. En fait, c'est me dénaturer, je ne serai plus la même personne. Ce qui fait que même en anthropologie, quand j'enseigne à la fac, je n'ai jamais enseigné ce paragraphe qui dit que les Africains étaient hostiles au développement. Généralement, tous les collègues enseignent ça. Moi, je dis toujours qu'ils étaient hostiles à la dénaturation. Parce qu'ils défendaient leur culture. S'ils refusaient le développement, ils ne devaient pas porter les tissus qu'on leur apportait, ils ne devaient pas faire ceci, cela. Donc, les débats scientifiques, aujourd'hui, ça va au niveau de... Alors, en tout cas, cette question, cette problématique est très intéressante. Elle me renvoie un peu au regretté King Kester Remenea. Il est le premier à avoir introduit la synthé dans la musique des deux rives. À l'époque, les gens avaient applaudi. Hein. Ils dansaient, ils passaient au Zénith. C'est un album qui avait eu beaucoup de succès. Et je dis toujours ceci. Tout métissage, toute fusion est un enrichissement. Ça dépend comment on voit les choses. C'est également un appauvrissement. Ça dépend comment on voit les choses. Vous savez, c'est comme le couteau. Avec le couteau, vous pouvez tuer votre voisin. Vous pouvez découper de la viande, faire un très bon repas, inviter le même voisin. Alors, pourquoi je parle d'appauvrissement? C'est une perte d'identité. Lorsque quelqu'un va écouter, je me replonge dans la période des années 87, j'ai oublié l'année exactement, mais lorsque King Kester Remenea sort cet album Ndindi, pour être précis, celui qui est habitué à écouter la musique africaine ne se reconnaîtra pas, obligatoirement. Je vais faire un parallèle, c'est comme lorsque vous prenez une équipe du Brésil, la sélection du Brésil qui joue, qui passe son temps à défendre, personne ne la reconnaît. Parce que ce sont des gens qui sont habitués à dribbler, à chercher à marquer un but, même s'ils en encaissent, mais ils cherchent toujours à marquer un but. Ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leur nature de défendre. Et nous, notre musique ne correspond pas à ça. Les autres, ils sont contents. Voilà. Parce que, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Voilà. Et on les a éduqués, comme un peu il le dit, dans ce sens que l'Africain, il fait de la musique, danse. Tout ce qu'on te demande, c'est de danser. Ne cherche pas autre chose, ne cherche pas à écouter, pourvu que tu bouges. Et étudiant au Maroc, beaucoup de Ouest-Africains me le disaient, nous, ce qu'on aime chez vous, ce n'est pas forcément la rumba. Bon, on était jeunes, hein, ce n'est pas forcément la rumba, mais nous, on aime le chauffer. Parce que dans le chauffer, on se retrouve. C'est la rumba toujours. Oui, quand vous êtes là, vous nous faites danser. Vous nous faites danser 10-15 minutes avec une femme. On s'ennuie. Nous, ce qu'on veut, la musique des deux rives, à l'époque, c'était encore le Zaïre quand je suis arrivé au Maroc, ce qui nous intéresse, c'est le chauffer. Le ndombolo. Bon, avant même le ndombolo. Oui, le seben, en fait. Voilà pourquoi là, mais c'est une partie de la rumba. Oui. Maintenant, il y avait quand même des exceptions. Une chanson comme Mario avait beaucoup de succès en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelques paroles en français. Vous voyez? Quelques paroles en français. Tu es méchant, Mario. Un Ivoirien, quand il entend ça, il va chercher à dire, et pourquoi il est méchant? Après, quand on lui passe le message de la musique, il s'accroche de plus belle. Je répète, quand on change sa nature,
il y a de l'enrichissement, ça dépend comment on voit les choses, mais il y a de l'appauvrissement. Il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'il y a des codes. Il y a des codes dans tout ce qui régit la société. Qu'on aille dans la musique, qu'on aille dans l'éducation ou autre chose. Lorsque vous allez chez les Ouest-Africains, ce que nous appelons improprement griot, parce que griot, ce n'est pas un terme africain, ça ne veut strictement rien dire. Il faut aller dans leur propre langue. Eux-mêmes, ils disent djeli. Ça se dit djeli. Le djeli, c'est celui qui est là. Lorsqu'il chante, lorsqu'il part de la famille, il remonte sur plusieurs générations. Parce qu'eux, ils ont encore gardé ça. Ils sont capables de présenter la généalogie d'un individu sur 5, 10, 15, 20 générations. Chez nous, comment on les appelle, ces griots? Alors, je n'ai pas de nom spécifique chez nous. Je reviens sur le terme griot. Griot, ce sont les Portugais lorsqu'ils sont arrivés, parce qu'il faut reconnaître que, il ne faut pas oublier que les Portugais sont arrivés avant les Français sur le continent africain. Lorsqu'ils entendaient, encore une fois, vous voyez, lorsqu'ils entendaient les djeli parler, chanter, ils ne comprenaient rien. Ils disaient, mais ces gens sont en train de crier. Et je ne parle pas portugais, mais crier en portugais, ça donne criado, quelque chose comme ça. Et c'est ce criado qui a fini par donner griot. Lorsque nous disons griot, nous insultons notre propre mémoire, nous insultons nos propres ancêtres. Et lorsque vous arrivez chez nous, vous avez de la musique traditionnelle, vous avez cité le Mututa et autres, mais vous avez encore des chanteurs soi-disant traditionnalistes qui sont là, en fait, qui se mettent à faire la gloire des puissants. Vous êtes son voisin, vous avez dit 4-4, vous lui donnez 500 000, 2 millions, ça dépend de la force de votre poche. Il va se mettre à dire tout sur vous, même quand ça ne correspond pas. Par exemple, là, je vous vois habillé, il va dire, Cheveux Jazz, il est tout le temps dans les cravates magnifiques, des cravates de Paris, des cravates de Milan. Ça ne correspond en rien à la réalité, pourvu qu'il ait son argent. Et ça, c'est une dénaturation totale de ce que nous sommes. Nous sommes malheureusement à la fin, mais oui, allez-y. Je voudrais dire, il y a le côté où il y a l'espoir dans tout ça. C'est que nos prédécesseurs, les grands maîtres, nous ont parlé de la renaissance africaine. Parce que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, si l'Africain ne pratique pas sa musique originelle, le problème est qu'il ne connaît pas la science de la musique africaine. Si vous lui demandez les accords de la musique africaine, il ne connaît pas. Il veut bien le faire. À qui la faute? Voilà. À qui la faute? Toujours aux colons? Bon, mais la faute est partagée. En ce moment-là, la faute est partagée. Donc, sur la question, par exemple, de la Renaissance, donc l'Afrique, vous avez vraiment ça, je peux dire que je parie que d'ici 30 ans, la musique africaine ne sera plus celle que nous écoutons aujourd'hui. Obligatoirement. Ça ne sera plus cette musique qui est dominée par les courants occidentaux. Elle va renaître ou elle va disparaître? Elle va renaître. Elle va renaître. Alors, la musique originelle fera surface, dominera sur les autres. Et c'est l'Afrique qui va imposer comme les nouveaux courants des musiques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il suffit d'écouter Stromae, par exemple, dans sa musique, dans sa chanson Papa Outé, Papa Outé. Vous écoutez la guitare qui est jouée là, c'est du ndombolo. Même dans son nouvel album, voilà, il y a donc beaucoup de du sonorités, coup, l'Afrique est en train de pénétrer l'Occident. D'accord. Alors, nous sommes à la fin, on me dit ici que nous sommes à la fin. Mais une question quand même, vous avez parlé de musique traditionnelle. C'est quoi la différence entre la musique traditionnelle et la musique et le folklore, la musique folklorique? Alors aujourd'hui, on est un peu perdu justement. Dans ce que moi je pense être la musique traditionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez Emene Akime du synthé. Vous avez dans notre musique dite traditionnelle des instruments qui ne sont pas, si je puis dire, à la base les nôtres. Ça change tout. Vous allez à une veillée mortuaire. Lorsque vous faites appel à un groupe dit de musique traditionnelle, moi je ne sais pas pourquoi on leur donne des micros par exemple. Nous sommes à une veillée, on n'a pas besoin de micros. Ce sont des gens avec des instruments traditionnels que nous connaissons. Je ne vais pas citer tous les noms. On est capable de transmettre le message. Et surtout, c'est une forme de revoir à celui qui nous a quittés physiquement. Ce sont les caprices de la modernité aussi. Oui, mais bon, à un moment donné, on dérange les voisins tout le temps. Quand on se met à jouer tous les jours, de 20h à 6h du matin. Musique traditionnelle, musique folklorique, la différence. Oui, moi, je dois revenir sur un fait. Aujourd'hui, là, comme le doyen Gakoso vient de le dire, on est perdu. Pourquoi? Parce que la musique traditionnelle, dans son sens propre, c'est ce qui est reçu de génération en génération. Voilà. Okay? La modernité, on vous dit que c'est ce qui se fait actuellement, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, la modernité déjà se confond avec la contemporanéité. OK? Et qu'est-ce qui était cette musique
avant que nous soyons aujourd'hui. Voilà. Celle qu'on appelle Voilà. aujourd'hui traditionnelle. Voilà la question Qu'est-ce qu'elle a été pendant qu'eux-mêmes jouaient? Est-ce qu'elle était moderne? Très bien. Voilà, donc quand C'est vous tout. allez dans cette optique, vous vous rendez compte que les mots, là, ne sont pas corrects. Ce qui est traditionnel, en fait, l'étape traditionnelle définit une manière de faire qui est vraiment archaïque. Et la modernité serait donc de changer, partir de cette traditionnalité pour aller vers une modernité. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire évoluer cette pratique. Alors, aujourd'hui, dans les définitions, ce n'est pas ça. Donc, Merci à vous, merci beaucoup. Je rappelle que je recevais pour parler de la musique africaine entre identité et diversité, Obambe Ngakoso, écrivain, panafricaniste, leader d'opinion, tout ce qu'on veut. Elvis Natou, chercheur, donc spécialiste, on va dire musicologue, hein, comme Progrès l'a dit ici. Et on va vous dire merci pour rester dans ce registre de la rumba, de la musique. Donc on va parler de la rumba puisque le Congo, la rumba congolaise a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. On va suivre un clip d'un artiste congolais, pour ne pas dire un rumbiste, on l'appelle Segra Karl. Et puis, on reviendra quand même sur cette affaire de musique traditionnelle. Quand c'est africain, c'est traditionnel. Quand c'est occidental, c'est la musique moderne, conventionnelle. voilà. Merci beaucoup. C'était la première partie de Art et Âme. Tout de suite, on se retrouve avec le professeur Joachim Gomatete.